Bonsoir et bienvenue chez nous, ce soir, un des travaux les plus terrifiants d'Hercule. Une mission qui le confronte à des créatures dévoreuses d'hommes et à un roi impitoyable. Les juments de Diomède, des chevaux maudits, nourris de chair humaine, gardés dans une forteresse imprenable. Seule la ruse et la force du fils de Zeus pourront les maîtriser, ou les condamner à un destin encore plus terrible. Une légende épique, un duel titanesque, une victoire au goût amer. Préparez-vous à plonger dans l'un des récits les plus sombres de la mythologie grecque. Regardez jusqu'au bout, car certaines victoires ont un prix. C'est parti pour une aventure mythologique inoubliable. Le vent soufflait en rafale sur la cour du palais de Mycène, soulevant des tourbillons de poussière dorée sous les sandales des gardes immobiles. À l'ombre des colonnes sculptées, le roi Eurysthée siégeait sur son trône, le regard perçant braqué sur l'homme qui se tenait devant lui, Hercule, le fils de Zeus, le héros à la force légendaire. Un silence pesant s'installa tandis que le souverain caressait d'un air absent un pendentif en or suspendu à son cou. Puis, d'une voix sèche, il déclara. « Voici ta prochaine tâche, Hercule. Va en Thrace et capture les juments de Diomède. » L'annonce fit frémir l'assemblée. Des murmures parcoururent les rangs des serviteurs et des conseillers, comme si le nom de Diomède portait en lui une malédiction. Hercule, impassible, croisa les bras. Il avait déjà affronté des monstres, dompté des bêtes indomptables, mais cette mission avait une saveur différente. « Que sais-tu sur ces juments ?» demanda-t-il d'un ton calme. Eurysthée se pencha légèrement en avant, un sourire carnassier flottant sur ses lèvres. Ce ne sont pas de simples chevaux. Ce sont des créatures maudites, élevées par le tyran Diomède pour semer la terreur sur ces terres. Leurs dents sont faites pour déchirer la chair, et leur faim ne connaît aucune limite. Des guerriers aguerris ont tenté de les voler, des peuples entiers ont cherché à les abattre. Aucun n'en est revenu. Les yeux du roi s'illuminèrent d'un éclat cruel. Mais toi, Hercule, toi qui te prétends l'égal des dieux, peut-être réussiras-tu là où tous ont échoué. L'ombre d'un sourire moqueur effleura le visage du héros. Il connaissait la haine d'Eurysthée à son égard. Chaque mission n'était qu'un prétexte pour le voir échouer, pour le briser. Mais Hercule n'était pas homme à reculer devant un défi. Où se trouve-t-elle? Dans une forteresse imprenable, sur les rivages déchirés de la Thrace. Diomède et son armée les protègent farouchement. La force seule ne suffira pas, Hercule. Alors j'emploierai autre chose, répliqua le héros, une lueur déterminée dans le regard. Eurysthée claqua des doigts. Un esclave s'avança, portant une coupe d'or remplie de vin. Avant de partir, bois donc à ta réussite, ou à ta perte. Hercule refusa d'un geste, préférant s'éloigner d'un pas ferme vers la sortie. Il n'avait pas de temps à perdre. En Thrace, les juments affamés attendaient, et leur hennissement résonnait déjà comme un présage de mort. Le vent sifflait entre les falaises escarpées de la Thrace, soulevant des bourrasques de sable et de cendres sur les routes rocailleuses. Hercule avançait d'un pas lourd, le regard fixé sur l'horizon où se dessinaient les contours d'un royaume en proie à la terreur. Partout où il posait les yeux, il ne voyait que désolation, des villages incendiés, des champs abandonnés, des carcasses noircies par le feu. Les rares habitants qu'il croisait fuyaient à son approche, terrifiés à l'idée qu'un inconnu puisse attirer l'attention des hommes de Diomède. Bientôt, Hercule arriva aux abords d'une bourgade en ruine. Seul un vieillard au dos voûté, appuyé sur un bâton noueux, osait encore braver le vent glacial. « Vieil homme, où puis-je trouver Diomède ?» demanda le héros d'une voix grave. Le vieillard leva un regard hanté vers lui. « Pourquoi cherches-tu la mort, étranger ? Je suis venu capturer ces juments. » Un rictus amer se dessina sur le visage ridé du vieillard. « Alors tu es déjà condamné. » Hercule ne répondit pas. Il attendit, imposant comme une montagne, jusqu'à ce que le vieillard reprenne d'une voix tremblante. Diomède règne depuis sa forteresse de fer, au sommet des falaises de la mer Égée.
Il a élevé ses chevaux pour inspirer l'effroi. Son armée se repaît de carnage, et ses ennemis sont jetés en pâture à ces bêtes infernales. Le héros fronça les sourcils. Pourquoi ce carnage? Parce qu'il ne veut que la guerre. Il se nourrit de la peur, tout comme ses juments se nourrissent de chair humaine. Le vent hurlait entre les ruines. Au loin, un hennissement strident déchira l'air, glacé et funeste. Hercule se détourna du vieillard et reprit sa marche vers la forteresse, là où l'attendaient les créatures maudites du roi sanguinaire. La mer grondait sous un ciel tourmenté. Des vagues monstrueuses se fracassaient contre les falaises noires, projetant des embruns glacés sur les parois de la forteresse de Diomède. Perchée au sommet de cet éperon rocheux, la citadelle dominait l'horizon comme un faucon prêt à fondre sur sa proie. Ses murailles de fer s'élevaient hautes et impénétrables, hérissées de pics acérés. Hercule s'était dissimulé dans l'ombre d'un promontoire, observant les lieux avec attention. Le vent soulevait sa cape, sifflant à ses oreilles comme un murmure d'avertissement. Il plissa les yeux. Des torchers illuminaient la cour intérieure de la forteresse, projetant des ombres dansantes sur le sol pavé. Là, derrière de lourds barreaux d'airain, les juments de Diomède tournaient en rond, impatientes, affamées. Même à cette distance, Hercule pouvait entendre leur souffle rauque, leur piaffement frénétique. Elles étaient plus grandes que des chevaux ordinaires, leurs crinières agitées par des rafales invisibles, et leurs yeux luisaient d'une faim insatiable. Mais ces monstres n'étaient pas sans surveillance. Des dizaines de guerriers thraces, armés de lances et d'arcs, patrouillaient les remparts. Des guetteurs, postés sur des tours de garde, scrutaient la mer et les sentiers escarpés. Une attaque frontale serait suicidaire. Hercule laissa échapper un soupir. La force brute ne suffirait pas cette fois-ci. Il devait faire preuve de ruse. Il rebroussa chemin prudemment, descendant parmi les rochers en contrebas. Il lui fallait des alliés, ou au moins une diversion. S'il voulait capturer ces juments maudites, il devait d'abord saper la puissance de leur maître. Un hennissement lointain résonna derrière lui, porté par le vent. Les juments l'attendaient. Mais lui, il attendrait aussi. L'heure de frapper n'était pas encore venue. La nuit était tombée sur les terres désolées de Thrace. Seules les braises rougeoyantes d'un feu mourant éclairaient la grotte où Hercule s'était réfugié. Le héros réfléchissait à sa prochaine action lorsqu'un bruit léger lui fit tourner la tête. Une ombre glissa entre les rochers. Puis une autre. Hercule se redressa lentement, posant une main sur sa massue. Mais avant qu'il ne puisse réagir, une lame glacée se posa contre sa gorge. « Qui es-tu, étranger, pour oser rôder si près de la forteresse de Diomède ?» La voix était dure, empreinte d'une colère contenue. Hercule tourna lentement la tête et vit un homme à la stature imposante, les traits marqués par la fatigue et la haine. Ses cheveux bruns tombaient en mèches épaisses sur son front, et ses yeux d'acier reflétaient une douleur ancienne. « Je suis Hercule, fils de Zeus, envoyé pour capturer les juments de Diomède. » L'homme fronça les sourcils, évaluant le colosse devant lui. Un murmure s'éleva parmi ses compagnons, une dizaine de guerriers vêtus de cuir sombre, armés de dagues et d'arcs courts. « Hercule, répéta-t-il, comme s'il testait le nom sur sa langue. « Alors c'est vrai, le roi de Mycène a envoyé un autre homme à la mort. » Hercule haussa un sourcil. « Et toi? Qui es-tu » L'homme abaissa lentement son arme. « Je suis Alcée. Autrefois, j'étais un soldat au service du roi de Thrace, avant que Diomède ne le trahisse et massacre ma famille. Depuis, mes hommes et moi sommes devenus des rebelles, traqués comme des bêtes par ces guerriers. Et pourtant, vous êtes encore en vie, fit remarquer Hercule avec un sourire en coin. Alcée ne sourit pas. Pour combien de temps encore ? Un silence pesa un instant sur le groupe. Puis Hercule posa son regard sur eux, un éclat déterminé dans les yeux. Seul, je ne peux pas prendre cette forteresse. Mais ensemble, nous avons une chance. Les rebelles échangèrent des regards.
Alcée croisa les bras, son expression indéchiffrable. Tu veux les juments. Nous voulons la tête de Diomède. Nos objectifs se rejoignent. Alors formons une alliance, déclara Hercule d'une voix grave. Mais nous aurons besoin d'un plan. Alcée hocha lentement la tête. Viens avec nous. Nous avons bien des choses à te montrer. Ainsi, dans l'ombre de la nuit, une alliance inattendue se scella entre le fils de Zeus et les rebelles de Thrace. L'heure de la vengeance approchait. L'heure de l'attaque était venue. La nuit étendait son voile d'encre sur la forteresse de Diomède, dissimulant les ombres furtives qui glissaient le long des remparts. Hercule et Alcée menaient l'assaut, suivis des rebelles silencieux comme des spectres. Le plan était simple, profiter de la relève des gardes pour s'introduire dans la citadelle, ouvrir les portes à leurs alliés cachés dans la vallée et frapper avant que l'ennemi ne puisse réagir. Mais ils savaient qu'une fois l'alerte donnée, la bataille deviendrait une lutte désespérée pour la survie. Hercule grimpa le long d'un mur escarpé, ses doigts s'accrochant aux aspérités de la roche. Avec la force d'un dieu, il se hissa jusqu'à une meurtrière et attrapa le garde posté à l'entrée. Un cri étouffé, un corps basculant dans l'obscurité, et la voie était libre. Alcée et ses hommes le rejoignirent en silence. À mon signal, nous frappons. Le fils de Zeus empoigna sa massue et pénétra dans la cour centrale de la forteresse. Le premier coup fut porté par Alcée. Une flèche siffla dans l'air et transperça la gorge d'un soldat thrace. Aussitôt, le chaos éclata. Les rebelles jaillirent des ténèbres, frappant sans pitié les guerriers surpris. Hercule, véritable tempête de puissance, balaya les premiers adversaires d'un seul coup de massue. Les hauts craquèrent sous sa force divine, les hurlements résonnèrent dans la nuit. Mais l'effet de surprise ne dura qu'un instant. Des corps retentirent du haut des remparts, et les portes s'ouvrirent en grand, libérant une vague de soldats hurlants, armes au poing. Les épées s'entrechoquèrent dans une cacophonie de métal et de cris. Les rebelles se battaient avec la rage du désespoir, mais les hommes de Diomède étaient nombreux, entraînés et cruels. Peu à peu, l'avantage de l'attaque surprise s'effritait. Et puis, un hennissement monstrueux déchira la nuit. Hercule tourna la tête juste à temps pour voir les portes de l'enclos s'ouvrir d'un grand fracas. Les juments de Diomède jaillirent dans l'arène de la bataille. Leurs yeux flamboyaient d'une lueur infernale, leurs crinières brillaient sous la lueur des torches, et leur souffle brûlant portait l'odeur du sang. Elles se ruèrent sur les combattants sans distinction, mordant, piétinant, broyant chair et os sous leurs sabots. Les soldats de Diomède eux-mêmes reculèrent avec horreur. Mais Diomède en personne, drapé dans une armure noire comme la nuit, se tenait au sommet des marches menant à son trône. Il éclata d'un rire sinistre. « Tu crois pouvoir me voler mes juments, Hercule ? Elles ne servent que moi, et leur soif de chair ne connaît aucune limite. » Un guerrier rebelle fut projeté en l'air par une ruade brutale, son corps retombant en un craquement sinistre. Une autre jument s'acharna sur un soldat, arrachant son armure comme du parchemin. Le chaos était total. Mais Hercule n'était pas un homme à reculer. Il planta fermement ses pieds dans le sol, serra les poings et, d'un bond surhumain, il se jeta au cœur du carnage. Diomède. Ce n'est pas moi qui vais être dévoré ce soir. Et dans la nuit embrassée de feu et de sang, le duel entre le roi de Thrace et le fils de Zeus s'annonçait titanesque. La cour de la forteresse n'était plus qu'un champ de ruines, de corps épars et de sang versé. Le rugissement des juments déchaînés résonnait encore, couvrant les cris des derniers combattants. Mais au centre de ce chaos, deux figures se faisaient face. D'un côté, Hercule, sa massue ensanglantée reposant dans sa main droite, le souffle court mais le regard brûlant d'une rage divine. De l'autre, Diomède, roi de Thrace, un colosse au torse couvert de cicatrices, vêtu d'une armure d'airain noir, une lourde hache reposant sur son épaule. Ses yeux étincelaient de cruauté et d'une fierté sauvage. Le vent portait encore l'odeur du carnage lorsque Diomède brisa le silence d'un rire guttural. Enfin,
un adversaire à ma hauteur. D'un geste brusque, il brandit sa hache et fondit sur Hercule avec la puissance d'un titan. Le choc fut d'une violence inouïe. Une tempête de puissance. Le premier coup de Diomède fendit l'air avec une force capable de briser un rocher. Hercule esquiva de justesse, la lame mordant le sol dans un fracas assourdissant. Le fils de Zeus riposta immédiatement, balançant sa massue en un arc mortel. Diomède para le coup de son gantelet, mais l'impact l'envoya rouler sur plusieurs mètres. Un simple mortel aurait eu les os brisés, mais le roi de Thrace n'était pas un homme ordinaire. Il se redressa aussitôt, son sourire carnassier toujours figé sur son visage. « Pas mal. » grogna-t-il, en crachant un filet de sang. « Mais pas suffisant. » Il attaqua de nouveau, enchaînant des frappes brutales, chacune assez puissante pour écraser un crâne. Hercule para, esquiva, sentit la hache frôler sa peau à plusieurs reprises. L'un des coups lui entailla l'épaule, mais il ignora la douleur. Il avait affronté des monstres, des titans. Diomède n'était qu'un homme. Hercule attendit l'instant parfait. Lorsque Diomède leva sa hache pour un coup fatal, il bondit à une vitesse foudroyante et frappa. Sa massue s'écrasa contre le torse du roi. Un craquement sinistre se fit entendre. Diomède vacilla, son armure enfoncée, son souffle coupé par la violence du choc. Il tituba, un genou à terre, haletant. « C'est terminé, Diomède, » déclara Hercule, avançant lentement vers lui. Mais l'orgueil du roi de Thrace était aussi indomptable que ses juments. Plutôt que d'affronter sa défaite, il jeta un dernier regard vers l'enclos où ses bêtes s'agitaient. Puis, dans un dernier éclat de folie, il se redressa brusquement et s'élança en courant vers elle. « Mes juments me vengeront !» hurla-t-il. Les monstres hennissaient, leurs yeux brûlants d'une faim insatiable. Diomède franchit l'enceinte, ses bras ouverts comme pour les accueillir. Et alors, Hercule comprit ce qui allait arriver. Il ne bougea pas. Il n'avait plus besoin de se battre. Car les juments avaient enfin trouvé un festin à leur mesure. Dès que Diomède posa un pied dans l'enclos, les bêtes se jetèrent sur lui. Il n'eut même pas le temps de hurler. Les mâchoires claquèrent, les sabots broyèrent. Son armure fut arrachée comme du parchemin, sa chair dévorée en un instant. Les soldats encore debout assistèrent à la scène avec horreur, tandis que les juments, repus, se calmaient peu à peu, comme si la mort de leur maître apaisait leur folie. Hercule, impassible, observa le carnage. La bête a finalement dévoré son propre maître, murmura-t-il. Le combat était terminé. Mais la mission, elle, ne faisait que commencer. Le silence tomba sur la forteresse ravagée. Seuls les hennissements rauques des juments résonnaient encore dans l'enclos où elles tournaient en rond, leurs crinières noires soulevées par le vent, leur souffle chargé de l'odeur du sang. Les corps des soldats thraces gisaient çà et là, témoins muets de la bataille qui venait de s'achever. Hercule essuya la sueur de son front, ses muscles encore contractés par l'effort du combat. Alcée et ses hommes, blessés mais victorieux, s'appuyaient sur leurs armes, le regard rivé sur la scène macabre devant eux. Mais Hercule savait que la véritable épreuve n'était pas terminée. Les juments étaient toujours incontrôlables. Leur fureur ne s'apaisait pas, leurs sabots frappaient le sol avec violence. La moindre tentative pour s'approcher d'elle était un pari risqué. Et alors, une voix résonna dans la mémoire du fils de Zeus. Hercule se souvenait d'une rencontre sur sa route vers la Thrace. Dans un village en ruine, un vieil oracle s'était avancé vers lui, sa silhouette voûtée par l'âge et le fardeau des visions divines. Ses yeux, d'un blanc laiteux, semblaient sonder l'avenir aussi bien que le passé. Tu chercheras à soumettre la bête, mais elle ne ploiera pas sous la force d'un homme. Elle ne connaîtra le repos qu'une fois repue de celui qui la nourrit. Hercule avait écouté ces paroles sans y prêter attention. Mais à présent, elles prenaient tout leur sens. Diomède, en élevant ses monstres à la terreur et au carnage,
avait créé sa propre malédiction. Et c'était par sa chair qu'il devait payer. Hercule avança lentement vers Diomède, qui, à moitié conscient après leur combat titanesque, tentait de ramper vers une sortie, le souffle court et la bouche ensanglantée. Le fils de Zeus se pencha sur lui et le souleva d'une seule main, le maintenant fermement par la gorge. « Tu as nourri tes bêtes avec la chair de tes ennemis, déclara-t-il d'une voix grave. Aujourd'hui, elles réclament leur maître. » Les yeux de Diomède s'écarquillèrent d'horreur lorsqu'il comprit. « Non, non, attends. Je peux. » Mais Hercule n'attendit pas. D'un geste puissant, il jeta le tyran dans l'enclos. Diomède tomba lourdement sur le sol terreux, et pendant un instant, tout sembla suspendu. Les juments le fixèrent, reniflant l'air, hésitant comme des bêtes aux instincts troubles. Puis, en un éclair, elles se ruèrent sur lui. Le roi n'eut pas le temps de hurler. Leurs dents s'enfoncèrent dans sa chair, leurs sabots brisèrent ses os. En quelques instants, il disparut sous une marée de crinières noires et de crocs luisants. Alcée et ses hommes détournèrent le regard, horrifiés, tandis que les hennissements des juments résonnaient dans la nuit. Puis, soudain, elles s'apaisèrent. Leur frénésie meurtrière s'évanouit avec la mort de leur maître. Elles se redressèrent, le regard moins fou, leurs mouvements moins erratiques. L'enclos, qui quelques instants plus tôt n'était qu'un tourbillon de rage, devint étrangement silencieux. Hercule se redressa, le souffle lent, et observa les bêtes domptées par la ruse plus que par la force. Le fléau de la Thrace était tombé sous son propre poids. La nuit était tombée sur la forteresse de Diomède, et avec elle s'était abattu un silence étrange, presque irréel. Là où quelques heures plus tôt régnait le chaos et la terreur, seuls les crépitements du feu et le souffle lourd des juments brisaient l'immobilité. Hercule s'approcha lentement de l'enclos. Les bêtes carnassières, autrefois rendues folles par le sang et la cruauté de leur maître, semblaient apaisées. Elles tournaient en rond, hennissant faiblement, comme si elles sortaient d'un long cauchemar. Alcée, qui se tenait à ses côtés, le regarda d'un air sceptique. Elles ont peut-être dévoré leur maître, mais elles restent des monstres. Comment comptes-tu les mener jusqu'à Mycène sans qu'elles ne fassent un carnage sur la route? Hercule passa une main sur son menton, observant les créatures avec attention. Il savait que leur sauvagerie ne s'était pas éteinte, seulement assoupie. La moindre erreur pourrait réveiller leur appétit meurtrier. Nous devons d'abord les capturer, dit-il enfin. Alcée fronça les sourcils. Les capturer? Ces bêtes? Autant essayer de lier le vent. Hercule esquissa un sourire et s'avança lentement, tendant la main vers la jument de tête, une imposante créature à la robe sombre et aux yeux brûlants comme des braises. La bête fixa le héros, ses naseaux frémissant. Un instant, Alcée crut que la jument allait attaquer. Mais Hercule n'était pas un simple mortel. Il plongea son regard dans celui de la bête et posa une main sur son encolure puissante. « Tu n'es plus sous le joug d'un tyran, murmura-t-il. Tu es libre, mais tu viens avec moi. » La jument recula d'un pas, indécise. Puis, à la stupeur des rebelles, elle baissa lentement la tête en signe de soumission. « Par les dieux, souffla Alcée. » Encouragés, les hommes s'approchèrent prudemment, attachant des licoles de cuir aux juments, renforcés de chaînes. Une fois les 4 bêtes sous contrôle, Hercule les mena hors de l'enclos. Les chevaux hennirent, mais ne se rebellèrent pas. La première épreuve était passée. Alors que l'aube pointait à l'horizon, Hercule et les rebelles se préparèrent à quitter la Thrace. Les juments, malgré leur obéissance forcée, tiraient violemment sur leurs liens, leurs yeux brillant d'un éclat sauvage. Ces bêtes ne se laisseront pas dompter longtemps, prévint Alcée. Hercule hocha la tête. Nous devons avancer vite. Mycène est loin, et leur fin ne tardera pas à revenir. Ils quittèrent la forteresse en silence, marchant entre les montagnes déchirées de la Thrace, avec en leur possession les créatures les plus redoutées de tout le royaume. Mais Hercule savait que le plus dur restait à venir.
Le chemin jusqu'à Mycène serait semé d'embûches, et il n'était pas certain que ces monstres acceptent de suivre un maître plus longtemps que nécessaire. Le voyage vers Mycène avait commencé sous une aube incertaine. Le vent soufflait avec une force sinistre, soulevant des tourbillons de poussière sur la route rocailleuse. Hercule tenait fermement les rênes des juments de Diomède, mais il savait que ces créatures n'obéissaient que parce qu'elles n'avaient pas encore trouvé d'occasion de se révolter. Elles étaient puissantes, leur souffle brûlant s'échappant de leurs naseaux en long panache de vapeur. Sous leur apparence domptée, Hercule sentait leur tension, leur faim. Elles n'avaient pas oublié le goût du sang. Alcée et les rebelles fermaient la marche, jetant des regards inquiets aux bêtes infernales. Elles sont calmes pour l'instant, mais pour combien de temps encore? Murmura Alcée. Hercule, concentré sur la route, ne répondit pas. Il savait que le danger ne viendrait pas seulement des juments, mais aussi des hommes qui voudraient les reprendre. Les ombres de Diomède. La troupe avançait prudemment à travers les collines escarpées, laissant derrière eux la forteresse en ruine. Mais à peine eurent-ils franchi un défilé rocheux qu'un cri perça l'air. À l'attaque. Une pluie de flèches s'abattit sur eux. Hercule eut à peine le temps de réagir avant que des guerriers thraces, les derniers fidèles de Diomède, ne surgissent des hauteurs. Leurs visages peints de rouge et de noir, ils hurlaient leur vengeance, brandissant des épées et des lances. « Ils veulent reprendre les juments !» cria Alcée, dégainant son arme. Hercule lâcha les rênes d'une main et attrapa sa massue. « Qu'ils viennent !» Les premiers assaillants bondirent, mais Hercule les balaya d'un coup puissant, brisant leurs boucliers comme s'ils n'étaient que de simples morceaux de bois. Alcée et ses hommes se battirent avec l'énergie du désespoir, mais ils étaient en infériorité numérique. Soudain, dans la confusion, une des juments se cabra, brisant ses liens dans un hennissement terrifiant. Ses yeux flamboyaient de rage, et sans attendre, elle se rua sur un soldat thrace, refermant ses mâchoires sur son épaule. L'homme hurla en tombant au sol, et bientôt, une seconde jument brisa sa corde et se jeta sur un autre guerrier. Le carnage reprenait. Hercule jura en voyant les bêtes plonger dans leur frénésie sanguinaire. Ce n'étaient pas de simples chevaux, mais des démons assoiffés de chair. Resserrez les rênes. Contenez-les. Hurla-t-il en s'élançant vers la jument enragée. Il attrapa l'animal par la crinière, usant de toute sa force divine pour le plaquer au sol. La bête se débattit violemment, mais Hercule ne céda pas. « Tu m'obéis maintenant !» gronda-t-il. Peu à peu, la jument cessa de lutter, son souffle rauque soulevant la poussière sous elle. Alcée et ses hommes parvinrent à repousser les derniers soldats thraces, mais ils savaient que d'autres embuscades viendraient. Et plus inquiétant encore, ils savaient maintenant que les juments n'étaient pas apprivoisées. Elles attendaient seulement leur heure. Le voyage continua, et bientôt, ils atteignirent les rivages de la mer Égée. Ils devaient traverser en bateau pour éviter un détour dangereux à travers les montagnes infestées de bandits. Mais la mer n'était pas clémente. Dès qu'ils embarquèrent avec les juments, une tempête se leva, projetant d'énormes vagues contre la coque du navire. Les juments, prises de panique, s'agitèrent, menaçant de faire chavirer l'embarcation. « Si elle plonge, nous sommes finis !» cria un marin, luttant contre les flots. Hercule, cramponné aux rênes, força les bêtes à rester en place, usant de sa force surhumaine pour les contenir. La mer rugissait, le vent hurlait, et pendant de longues heures, ils dérivèrent sur les flots déchaînés. Puis, aussi soudainement qu'elle était venue, la tempête s'apaisa. Au matin, épuisés mais vivants, ils atteignirent l'autre rive. Hercule se redressa, jetant un regard vers Mycène, encore lointaine. « Nous approchons, murmura-t-il. Mais il savait que jusqu'au dernier instant, ces bêtes infernales représenteraient une menace. Et que le plus grand défi restait encore à venir. Le soleil de l'après-midi baignait Mycène d'une lumière dorée lorsqu'Hercule et ses compagnons franchirent enfin les portes de la cité. Les habitants se pressaient le long des rues,
chuchotant avec crainte en voyant l'étrange cortège avancer. Les juments de Diomède, attachés par de lourdes chaînes, avançaient d'un pas lent mais puissant, leurs sabots frappant le sol avec une force inquiétante. Leur souffle brûlant soulevait la poussière, et leurs yeux d'un rouge ardent faisaient frissonner même les guerriers les plus aguerris. Devant les marches du palais, le roi Eurysthée attendait, drapé dans son manteau pourpre. Son visage, d'ordinaire marqué par l'arrogance, était maintenant livide alors qu'il posait les yeux sur les créatures infernales. Hercule s'arrêta à quelques pas du trône royal, tirant fermement sur les rênes pour maintenir les juments sous contrôle. « Voici les juments de Diomède, comme tu l'as ordonné, déclara-t-il d'une voix forte. Un silence pesant s'installa. Les bêtes soufflèrent bruyamment, leur odeur de sang et de tempête emplissant l'air. Eurysthée recula instinctivement d'un pas, sa main crispée sur le bras de son trône. Son regard passait de Hercule au jument, l'horreur se lisant sur ses traits. « Par les dieux, murmura-t-il. Ces monstres !» Il avala sa salive avec difficulté avant de se tourner brusquement vers ses gardes. « Emmenez-les loin d'ici !» cria-t-il. « Je refuse d'abriter de telles créatures en Mycène. » Les soldats échangèrent des regards inquiets. L'un d'eux osa s'approcher de son roi. « Majesté, elles sont un don des dieux, un prix arraché par Hercule. »« Je ne veux pas de ces abominations. » coupa Eurysthée, les yeux fous de peur. Il se tourna vers Hercule, son visage tordu par une expression de colère et de panique. « Prends-les et disparais de ma vue. Relâche-les, noie-les, envoie-les aux enfers si tu veux, mais je ne les veux pas ici. » Hercule, immobile, observa Eurysthée un instant. Ce roi, qui se croyait puissant, tremblait devant la seule vision de ces bêtes. Ironie cruelle, lui qui n'avait cessé d'envoyer Hercule dans des quêtes suicidaires refusait maintenant le prix de sa propre demande. Sans un mot, le héros tira sur les rênes et fit pivoter les juments. Elles hennirent bruyamment, comme si elles sentaient la peur du roi. « Qu'il en soit ainsi, déclara-t-il simplement. Il tourna le dos à Eurysthée et quitta Mycène, entraînant les juments vers un destin que même lui ignorait encore. Dans son palais, le roi, toujours tremblant, regardait le fils de Zeus s'éloigner. Il aurait dû se sentir soulagé. Mais au fond de lui, il savait qu'il venait encore une fois d'échouer à briser Hercule. Hercule marcha longtemps, les rênes des juments de Diomède fermement serrées entre ses mains. Il avait obéi à l'ordre d'Eurysthée, mais que devait-il faire de ces créatures infernales? Les tuer aurait été une solution, mais leur nature même semblait défier la mort. Elles étaient nées du chaos et de la cruauté, façonnées pour dévorer, et pourtant, Hercule percevait en elles autre chose. Une force ancienne, presque divine. Il décida donc de les relâcher loin des hommes, dans les montagnes escarpées de Thessalie, là où aucun mortel n'oserait s'aventurer. Lorsqu'il détacha leurs chaînes, les juments s'éloignèrent au galop, fendant le vent comme des ombres maudites. Elles disparurent parmi les cimes, mais leur hennissement résonna longtemps après leur départ, comme un dernier défi lancé au monde des hommes. Mais les juments de Diomède n'étaient pas destinés à errer éternellement. Guidées par une force invisible, elles coururent sans relâche, franchissant vallées et rivières, grimpant les pics les plus abrupts, jusqu'à ce que la terre elle-même semble s'incliner sous leurs sabots. Les vents devinrent plus forts, le ciel s'ouvrit dans un déluge de lumière, et devant elle apparut la silhouette majestueuse du mont Olympe. Les juments s'arrêtèrent, hésitantes. Elles n'étaient que des créatures nées du vice des hommes, indignes de fouler le domaine des dieux. Pourtant, une voix tonna dans le firmament, résonnant comme un roulement de tonnerre. Assez. Il est temps que votre errance prenne fin. Les nuages s'écartèrent et, dans un éclair foudroyant, Zeus apparut, drapé dans son manteau céleste. Son regard perçait jusqu'au tréfonds des âmes, et même les juments infernales, pourtant indomptables, s'agenouillèrent sous sa présence. Vous avez apporté le chaos au monde des mortels, mais vous n'êtes pas responsable du destin cruel qui fut le vôtre. Zeus leva la main, et des chaînes d'éclairs s'enroulèrent autour des bêtes,
mais maintenant sous son contrôle divin. Vous n'êtes plus des instruments de destruction, mais vous ne pouvez demeurer parmi les hommes. Il tourna alors son regard vers l'ombre d'une autre divinité, qui s'était avancée sans bruit parmi les brumes olympiennes. Artémis, la chasseresse, la protectrice des bêtes sauvages, s'arrêta devant les juments. Son regard argenté les parcourut, et un sourire énigmatique effleura ses lèvres. Elles sont nées pour courir libres, mais leur fureur appartient au passé. Confiez-les-moi, Père. Zeus hocha la tête. Elles sont tiennes, Artémis. Fais-en ce que tu jugeras bon. Artémis leva alors son arc d'or et toucha du bout de ses doigts chacune des juments. Vous ne connaîtrez plus la fin du sang. Vous ne foulez plus la terre des hommes. Désormais, vous appartenez au ciel. Les juments hennirent une dernière fois avant que leur forme ne se dissolve peu à peu, leurs crinières noires devenant des voiles de lumière, leurs sabots s'effaçant pour laisser place à des étoiles scintillantes. Elles s'élevèrent, traversant la voûte céleste, et prirent place parmi les constellations, là où plus jamais elles ne causeraient de destruction. Ainsi naquit un nouvel amas d'étoiles, brillant d'une lueur vive dans les nuits claires, visible à ceux qui levaient les yeux vers l'infini. Le destin des juments de Diomède était enfin scellé, non comme un fléau, mais comme un avertissement immortel, même les créatures les plus féroces pouvaient être transcendées par la volonté des dieux. Le vent soufflait sur Mycène, soulevant la poussière dorée des routes pavées. La cité, d'ordinaire animée par le tumulte du marché et le fracas des armes dans la cour des guerriers, était étrangement silencieuse. Partout, les habitants chuchotaient, observant de loin l'homme qui s'apprêtait à repartir. Hercule ajusta sa peau de lion sur ses épaules et jeta un dernier regard à la demeure royale. Eurysthée n'avait pas pris la peine de venir lui dire adieu. Le roi, apeuré par les juments de Diomède, s'était enfermé dans son palais dès leur arrivée et n'avait réapparu que pour ordonner leur expulsion. La mission était accomplie. Mais Hercule n'éprouvait aucune satisfaction. Il se souvenait encore du hennissement sauvage des juments lorsqu'elles s'étaient élevées vers le ciel, offertes à l'Olympe par Artémis. Il avait assisté à leur transformation, mais leur regard l'avait suivi, jusqu'au dernier instant. Un regard de fureur, de faim, de liberté. Elles n'avaient jamais été vraiment domptées. Seulement déplacées. Et cela, Hercule le comprenait mieux que quiconque. Il s'était battu contre des monstres, des tyrans, des créatures mythiques. Mais il commençait à comprendre que certains fléaux ne pouvaient être anéantis. Ils pouvaient être contenus, maîtrisés, mais jamais détruits. Les juments de Diomède n'avaient été que l'ombre d'une vérité plus grande, la nature humaine elle-même pouvait être un monstre. Tant qu'il existerait des hommes pour nourrir la cruauté, d'autres juments naîtraient. Tu pars déjà ? Hercule se tourna et vit Alcée, le guerrier thrace qui avait combattu à ses côtés. Son visage portait encore les marques de la bataille, mais son regard était empreint de respect. Il n'y a plus rien pour moi ici, répondit Hercule. Eurysthée ne cherche pas un héros. Seulement un homme à briser. Alcée hocha la tête. Alors où vas-tu ? Le fils de Zeus laissa son regard errer vers l'horizon, là où le ciel rencontrait les montagnes lointaines. Là où le destin me mènera. Il n'attendit pas de réponse et s'éloigna sur la route poussiéreuse, ses pas résonnant sur la terre sèche. Derrière lui, Mycène continuait d'exister, indifférente à son départ. Mais devant lui s'étendaient de nouveaux défis, de nouvelles quêtes. Et, au fond de son âme, il savait que ce voyage ne ferait que commencer. Ainsi, Hercule a dompté les juments de Diomède. Non par tendresse, mais par fermeté, ruse et douleur. Car certaines créatures, dévorées par la folie, ne peuvent être apaisées qu'en tranchant les racines du mal qui les tourmente. Ce travail est sombre. Il rappelle à Hercule que tous les combats ne sont pas justes. Et que parfois, la violence est un écho de celle du monde. Mais il en ressort plus lucide. Moins naïf, peut-être. Et pourtant toujours debout.
Il continue sa route. Le regard un peu plus lourd. Mais l'âme prête à affronter la suite. À bientôt, pour une nouvelle légende. Et peut-être, un nouveau rêve.